Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, les nouveaux outils numériques au service de l'enseignement supérieur. Le Covid-19 a lancé le top départ de la course à l'innovation des établissements. Ils repensent leur pédagogie, rénovent leurs infrastructures, trouvent de nouvelles idées pour offrir de meilleurs supports aux enseignants, mais aussi des formations de meilleure qualité à leurs élèves. Retour aujourd'hui ou petit tour d'horizon sur les innovations numériques importantes du milieu de l'enseignement supérieur avec nos deux invités. Sébastien Laroche, directeur général d'Ecnos, plateforme de livres numériques dédiée aux études supérieures, est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Jean-François Parmentier, ingénieur pédagogique à l'école de Toulouse INP N7, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-François Parmentier, ma première question sera pour vous. Votre rôle en tant qu'ingénieur pédagogique est d'aider, c'est la définition de votre fonction, les enseignants à rendre leurs cours attrayants par la création de supports numériques et multimédia. Une question que je me suis posée tout de suite en préparant cette émission. Depuis quand ce métier existe-t-il au sein des grandes écoles ? Alors, au sein des grandes écoles, c'est relativement récent, même si depuis, disons, une petite dizaine d'années, mais il y a surtout une explosion récente avec la période Covid, justement. Donc, depuis 2-3 ans, une évolution très rapide. Jean-François Parmentier, comment alors ce métier, cette fonction évolue-t-elle avec la surenchère aujourd'hui des plateformes et des outils numériques disponibles ? En fait, donc effectivement, on a de plus en plus d'outils et on a les établissements qui investissent massivement dans les équipements numériques de captation, les plateformes. Donc là, le métier est assez centré techno, j'allais dire, puisqu'en fait c'est un métier assez vaste, avec avec de la conception plutôt pédagogique, avec des connaissances plutôt techniques, plutôt outils. Donc le métier, en fait, pour l'instant, c'est polarisé ces 2 dernières années sur l'aspect vraiment technologie. Comment je vais faire un cours en ligne, par exemple ? Quels outils numériques me permettent de le faire ? Comment j'assure que les étudiants apprennent dans ce contexte-là ? On va peut-être donner quelques exemples ensuite. Sébastien Laroche, pourquoi le numérique peut rendre un contenu, c'est la définition même du rôle de l'ingénieur pédagogique, rendre un contenu plus attrayant, plus intéressant pour les jeunes. Pourquoi le numérique peut faire ça ? Alors, le numérique va apporter différentes choses, en fait. D'un côté, il y a l'accessibilité en permanence avec le numérique. Il va avoir un côté multimédia potentiellement, pardon, un côté multimédia, animation, vidéo, leçons, etc. On va aussi pouvoir ajouter un aspect collaboratif grâce au numérique qu'on n'a pas forcément. On a vu pendant la période de Covid la partie séparation entre les équipes enseignantes, les élèves. Le numérique a permis un rapprochement pendant ces périodes-là. Alors que c'est un peu paradoxal parce qu'on peut dire que le numérique pourrait remplacer le rôle du professeur. Non, il est complémentaire, c'est ce que vous dites, et même il accompagne le professeur aujourd'hui. En aucun cas, le numérique est là pour remplacer l'enseignant. Le numérique est là pour apporter un outil à l'enseignant et un outil à l'apprenant, et potentiellement faire le lien entre les deux. Jean-François Parmentier, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de cours en ligne. On connaît les MOOC, ces fameux cours en ligne, justement. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à nous donner d'applications numériques dans l'enseignement supérieur ? Oui, alors déjà, je voudrais revenir juste sur un point. Le rôle de l'ingénieur pédagogique ou du numérique, c'est pas en fait de rendre attrayants les enseignements, c'est de les rendre efficaces. C'est-à-dire que c'est vraiment les focaliser sur l'apprentissage. Alors évidemment, il ne faut pas qu'un enseignement soit repoussant, mais l'aspect purement attrayant, en fait, il est presque secondaire. Parce que les étudiants, de toute façon, ils sont là, ils sont obligés de faire les cours, puisqu'ils sont, par exemple, dans une institution, dans une école d'ingénieur, dans une université. Donc l'aspect attrayant, c'est finalement assez secondaire. Alors des exemples de cours en ligne, dans le supérieur, par exemple, ce qui se fait pas mal, c'est plutôt des cours mixtes. On appelle ça des cours hybrides, où il y a toujours des séances de cours en face à face avec les élèves, des séances de regroupement, et entre les cours, on prévoit beaucoup d'activités en ligne. Par exemple, des petites vidéos à les consulter, des activités de type quiz, des exercices en ligne, on peut faire des calculs, on peut faire de la simulation numérique.
Et en fait, vraiment, l'apport du numérique en ce moment, c'est remplir ce qui se passait entre 2 séances de cours. C'est-à-dire, on s'occupe de savoir qu'est-ce que fait l'élève entre 2 cours, comment il travaille, comment il révise. Sébastien Laroche, comment est né Ecnos? De quel constat êtes-vous parti? On est parti de 2 constats principaux. D'un côté, l'appétence pour le numérique grandissante. On voit la part de marché des e-books sur le marché français qui était, il y a quelques années, cantonnée à 3 et 5%, qui a largement évolué ces derniers temps, notamment avec le Covid, pour arriver autour de 7%. On sait qu'il y a un potentiel de marché autour de 20%. Donc, il y a ce côté appétence pour le numérique. D'un autre côté, il y a une transformation de la société plus générale entre une attente, une consommation de biens, de la possession d'objets, à de la consommation de services. Et donc, par la rencontre de ce côté numérique et cette réponse à un besoin, à un service, on a voulu faire une proposition de valeur qui est une offre d'abonnement qui vous offre un accès à l'ensemble des contenus nécessaires pour la réussite de votre année. Comment marche alors votre plateforme? Quel type d'ouvrages peut-on y trouver? Comment ça marche? Alors aujourd'hui, on a un catalogue de 1400-1500 ouvrages à peu près. On a découpé les offres en abonnements, des abonnements qui correspondent soit à des cursus scolaires, soit à des matières d'enseignement qu'on s'adresse à des enseignants. Un abonnement, par exemple, pour une classe de prépa scientifique ou prépa commerciale, on a à peu près accès à partir de 12,50 € par mois, à 200 à 300 ouvrages qui correspondent à votre cursus. Donc c'est plus qu'il n'en faut, mais ça permet d'apporter différents regards pour une même matière, d'avoir 3 ou 4 ou 5 ouvrages différents pour une même problématique. Ça permet à un élève qui ne trouve pas la réponse à son problème, la bonne compréhension d'un sujet, un autre axe de lecture. Jean-François Parmentier, comment les enseignants répondent-ils à ces nouveaux outils numériques? De différentes manières, suivant les endroits, suivant les lieux, suivant la culture. Moi, je suis dans une école d'ingénieurs où, notamment, on enseigne le numérique, où on enseigne avec le numérique au quotidien. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas de soucis à proprement parler avec le numérique, et donc, finalement, ils voient ça comme un outil de plus qui peut les aider. C'est-à-dire que c'est comme une crème, mais en mieux. Pour exagérer. Il y a d'autres endroits où effectivement ils ont beaucoup moins l'habitude du numérique, d'autres universités, et finalement le fait qu'ils aient des difficultés numériques va les bloquer, effectivement va les gêner dans la réalisation de leurs cours en fait. Donc il y a des accompagnements qui doivent se faire justement sur cette facilité numérique auprès des enseignants, et suivant les endroits ça varie fortement. Sébastien Laroche. Oui, non, pardon, continue, allez-y. Mais dans tous les cas, les enseignants sont quand même très ouverts si on leur propose un outil où ils voient que ça peut aider leur cours en fait. Évidemment, le temps d'investissement, mais si on leur démontre que c'est efficace et que ça va améliorer leurs conditions, leur enseignement, alors ils sont preneurs. Sébastien Laroche, j'ai envie de vous poser la même question. Comment les enseignants répondent, vous, à votre plateforme? On s'est lancé il y a quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui, côté enseignant, on a un petit panel d'utilisateurs. Donc, je n'ai pas une loi de statistiques. On a un enseignant en matière scientifique, en tout cas en école d'ingénieur. Si je commence à faire des statistiques sur un petit volume, il va me dire que c'est fallacieux. Donc, je ne m'y aventurerai pas. Sans faire de statistiques, mais comment ils répondent à votre outil? Aujourd'hui, très favorablement. Ils sont contents, eux, d'avoir accès aussi à ce panel d'ouvrages qui correspondent à leur matière d'enseignement, dans lequel ils peuvent puiser pour les aider à composer leurs cours ou diffuser des exercices pour leurs élèves. On voit même certains enseignants qui projettent les ouvrages à l'aide des TNI, des tableaux numériques interactifs, dans les salles de classe directement. Vous parliez tout à l'heure de l'accès au numérique. Comment on garantit justement l'accès à ces outils numériques à tous ? C'est un peu le sujet aujourd'hui, si on parle de ce déploiement dans l'enseignement supérieur. Comment on garantit, vous nous dites qu'une plateforme comme ça garantit l'accès au numérique, mais on est sûr ? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par garantir l'accès. Garantir l'accès, d'un côté, il faut que ce soit abordable du point de vue tarifaire. Aujourd'hui, une offre comme la nôtre, en fait, on est moins cher pour un étudiant
par rapport à l'ensemble des ouvrages qu'il doit acheter pour compléter son année scolaire, en fait, 12 mois d'abonnement reviennent moins cher pour lui. Donc, l'accès financier est bien là. L'aspect technique, aujourd'hui, il faut une connexion, effectivement, au départ, pour accéder à la plateforme. Ensuite, même en cours, en salle de classe, etc., s'il n'y a pas de connexion, le mode offline permet de conserver et d'accéder à ces ouvrages. Jean-François Parmentier, sur cette question d'égalité d'accès, est-ce que c'est une question qu'on se pose en tant qu'ingénieur pédagogique sur comment être sûr que tous les étudiants bénéficient de ce service ? En fait, c'est une question qui se pose au niveau de l'institution, au niveau donc, de l'école, de l'université ou même du collège, du lycée. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, concrètement, dans mon école d'ingénieur, on a fourni des ordinateurs portables à certains étudiants, on a fourni des clés 4G à des étudiants qui n'avaient pas d'abonnement Internet. On n'a pas pu le faire pendant la période de Covid pour tous, pour certains qui étaient forcément bloqués, par exemple, dans d'autres pays. Mais la question se pose vraiment lorsque l'on fait un cours, c'est est-ce que les étudiants peuvent y accéder ? Elle se posait avant dans une bonne mesure, au sens où, lorsque je faisais un cours en face à face, il fallait que je me pose la question, est-ce que les élèves ils peuvent venir ? Est-ce que le métro fonctionne ? Est-ce que le bus fonctionne ? Tout ça, c'était déjà réglé. Mais pendant cette période Covid, il y a eu vraiment cette question très forte. Dans le supérieur, on l'a eu moins, on l'a eu aussi, mais surtout dans le secondaire. Elle a été très pesante et très prégnante. Donc c'est pas... Non, allez-y. Excusez-moi. C'est pas forcément au niveau de l'ingénieur pédagogique, c'est au niveau du service pédagogique et ensuite qui va conseiller l'institution pour faire des choix, des stratégies. Jean-François Parmentier, comment vous voyez évoluer la place de ces outils au sein de l'enseignement supérieur ? Alors il y a ce que j'aimerais, ce que je vois évoluer. En tout cas, c'est devenu maintenant un peu un incontournable. Les outils numériques, par exemple, si je prends l'exemple très concret, des dispositifs de vote en cours, qu'on fasse des boîtiers ou qu'on fasse des smartphones. Concrètement, dans le supérieur, l'enseignant, il y a 15 ans, faisait son cours magistral et interrogeait comme ça un petit peu des élèves en disant qui c'est qui a une question. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas interroger tous les élèves en même temps. Donc, un des outils qui se développe et qui se démocratise beaucoup, c'est des applications, smartphones ou des boîtiers spécialisés qui permettent aux élèves de voter et qui permettent à l'enseignant d'avoir instantanément tout ce que pensent leurs élèves, c'est-à-dire qu'il leur pose une question sur le cours et il voit directement si les étudiants ils ont tous compris ou à moitié compris ou pas du tout compris, et ensuite il peut adapter sa pédagogie. Ce type d'outil-là, dans le présentiel, se développe bien puisque c'est très facile d'utilisation. Ce qui serait intéressant, ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est vraiment ces modes de travail entre les séances de cours. Là, il y a beaucoup de choses à faire. On peut effectivement donner des mini-vidéos ou des extraits de livres à lire, donc ce qui est déjà très bien. Et on peut aussi rajouter un bénéfice du numérique qui est l'interactivité. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes ingénieur pédagogique à Toulouse INP N7. Sébastien Laroche, directeur général d'Ecnos. Merci également de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite dans un nouveau numéro de Smart Éducation.